Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette conférence. Qu'on est ravis d'animer à plusieurs voix aujourd'hui. Donc, on vous parle, bien entendu, comme c'est annoncé, on va vous faire part de notre retour d'expérience sur la construction de la marque employeur de la région Bourgogne-Franche-Comté, un projet qui est encore, on va dire, en work in progress, c'est encore en travail. C'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur, sur lequel on est très, très enthousiaste. Je vais commencer par me présenter. Je suis Pauline Choplin. Je travaille à la direction des ressources humaines de la région Bourgogne-Franche-Comté, donc en tant que chargée de mission projets transversaux. À ce titre, je copilote avec ma collègue Ingrid qui va se présenter à son tour le projet de démarche d'attractivité de la région en tant qu'employeuse et plus particulièrement, enfin, entre autres, on va dire, le volet de construction de notre marque employeur. Ingrid, je vais te laisser te présenter. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie aussi d'être ici. Je suis chargée de mission attractivité et recrutement au sein de la direction des ressources humaines de la région Bourgogne-Franche-Comté. Je laisse Pauline maintenant vous expliquer ce qu'on va vous proposer et qu'on va vous expliquer cet après-midi. Voilà, avant tout, en plus d'Ingrid et moi qui vont, on va dire, majoritairement animer cette conférence, on a le plaisir d'avoir notre collègue Maëlle Olivier voilà, de la direction de la communication, donc vraiment sur le volet plus communication globale institutionnelle, avec nous qui va intervenir sur une thématique assez précise de notre groupe de travail communication et des outils autour de ça. On a également le plaisir d'avoir notre collègue Emmanuel Grenouillet, qui est notre chargé de communication interne DRH et qui également vous fera part en fin de conférence un peu de nos perspectives de la suite de ce projet. Euh, pour commencer, simplement restituer rapidement, avant de vous annoncer le programme et de lancer le diaporama, ce qu'est la marque employeur. Il faut comprendre que déjà, ça s'inscrit dans une démarche un peu plus large, qui est une démarche d'attractivité que j'ai évoquée tout à l'heure, de notre collectivité sur le volet de l'emploi. Et la marque employeur, en fait, c'est tout ce qui va être l'image, la réputation, la visibilité de la collectivité en tant qu'acteur de l'emploi sur le territoire. Et la marque, elle va venir, comment dire, incarner, exprimer tout ce qui distingue notre collectivité, notre singularité et évidemment nos atouts. J'en dis pas plus, on va dire que c'était un peu le teasing. Je vais tout de suite vous partager notre support de présentation et puis enchaîner avec le programme en vous disant bien sûr, encore une fois, merci déjà au réseau des pionniers de l'innovation publique de nous accueillir pour cette conférence et merci à vous de participer bien sûr. J'espère que tout le monde voit bien. Le programme. Bon, on a fait un programme un petit peu, j'allais dire, qui correspond à la chronologie des faits, de ce qui nous a amené à dérouler ce projet. Donc déjà, le pourquoi du comment, c'est-à-dire ce qui nous a amené à nous lancer dans la construction d'une marque employeur. Plus largement, pourquoi est-ce qu'on s'engage dans une démarche d'attractivité. Donc on verra aussi les constats qui nous ont menés à ça. On passera ensuite à l'état des lieux avec aussi le diagnostic. Au-delà des constats qui nous poussent à nous engager dans une démarche attractivité, il faut qu'on aille mesurer aussi cette fameuse visibilité, cette réputation de la collectivité en tant qu'employeur sur notre territoire. Donc, vous verrez tous les outils qui nous ont menés à on va dire, comment dire, avoir un diagnostic et puis sortir des préconisations, un plan d'action. On a une rubrique qui s'appelle du fait maison. Ça, c'est quelque chose dont on est assez fier, puisque cette marque employeur et la démarche attractivité dans sa globalité a été très, très majoritairement réalisée en interne, en s'appuyant sur nos compétences, sur nos expertises. Euh, et ça a tout son sens dans une marque employeur, quelque chose fait pour nous et par nous avec des valeurs, bien entendu. Vous verrez tout ce qui sous-tend un petit peu la démarche, les valeurs. Alors à la fois les valeurs qu'on véhicule par le biais de la marque employeur, notre engagement employeur, ce qu'on appelle aussi une promesse employeur, mais aussi les valeurs qui nous ont animés dans la construction de ce projet et l'élaboration de cette marque. Et puis, si on prend un peu de hauteur, c'est là où on voit un petit peu l'image un peu plus globale et
toute la notion d'intelligence collective dans la mise en place et la façon de conduire ce projet. Tout ce qui a, j'allais dire, le vivre ensemble professionnel. Comment est-ce que on a agrégé des compétences, comment dire aussi, attisé peut-être des enthousiasmes tout au long de la construction de ce projet. Et puis en fin 2026, nous voilà, parce que on a un projet qui est déjà plutôt abouti, mais vous allez voir que, bien entendu, il est loin d'être fini. C'est toujours des démarches extrêmement vivantes qui doivent être alimentées, sur lesquelles on doit communiquer en permanence. Mais attention, spoiler alert, je vous le dis tout de suite, on ne vous dévoilera pas notre marque employeur dans sa version aboutie, car on réserve cette primeur-là à nos collègues et c'est quelque chose qu'on dévoilera aux collègues de la collectivité en début d'année très probablement. Voilà pour cette partie-là. Laissez la parole à ma collègue Ingrid pour la première partie. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est engagé en fait dans toute cette démarche et dans tout ce travail pour aboutir à la définition et à la formalisation de notre marque employeur? Alors déjà pour deux chiffres très simples qui touchent notre collectivité et qui vont, je pense, résonner assez rapidement chez vous et vous faire comprendre les enjeux qui sont derrière, c'est que 30% des agents de notre collectivité vont partir en retraite d'ici 2030. Et que selon le bilan social 2024, 39% des agents de la région ont plus de 55 ans. Donc ce sont des enjeux qui sont hyper prégnants pour du coup notre collectivité, notre collectif. C'est pourquoi on s'est engagé en fait au départ sur d'abord une réflexion sur la revalorisation du régime indemnitaire. La direction des ressources humaines avait à cette époque-là le sentiment que la collectivité n'était pas forcément compétitive par rapport à d'autres collectivités territoriales et surtout les collectivités de proximité. Et donc, il y a eu tout un travail de réflexion sur le sujet pour aboutir à un nouveau régime indemnitaire qui, du coup, a cours depuis et nous a replacés en fait sur l'échiquier, j'allais dire, de l'emploi, en tous les cas, au niveau de la région. Et puis, découlant de cela, la direction des ressources humaines s'est dit aussi, on pourrait poursuivre certainement le travail sur d'autres choses parce qu'il y a d'autres volets, comme celui du recrutement, mais aussi de la fidélisation, qui pourraient être investigués. Et c'est le pourquoi en fait du travail sur toute la marque employeur, pour qu'on puisse en fait aller vers une meilleure visibilité de notre collectivité, un meilleur positionnement, une meilleure formalisation aussi, parce que vous le verrez, il y a beaucoup de choses qu'on sait faire, qu'on a comme atout en fait dans notre collectivité, mais qui ne sont pas forcément lisibles de l'extérieur, ni même de l'intérieur parfois aussi. Et toute cette démarche, en fait, encore une fois, elle a été portée par la direction des ressources humaines. La problématique, elle est aussi un petit peu plus large, puisque au niveau du secteur public, sur les enjeux en fait que je vous annonçais sur notre collectivité, ce sont des enjeux qui sont aussi partagés par tout le secteur public. Je vais vous donner quelques autres chiffres qui ressortent en fait de différentes études, différents baromètres qui vont vous montrer en fait l'ampleur de la problématique. Le baromètre Randstad, par exemple, de 2023 indiquait que 66% des conseils départementaux et régionaux affichaient des difficultés de recrutement. Alors les difficultés de recrutement, ça peut être à plusieurs niveaux, hein, soit parce que le vivier de candidature est très compliqué à approcher, mais ça peut être aussi simplement parce qu'on n'est pas visible au bon endroit. Si on diffuse par exemple ces annonces sur un seul canal, forcément ça diminue en fait les chances de trouver le bon candidat ou la bonne candidate. Deuxième chiffre que je voudrais vous donner aussi, c'est issu du rapport France Stratégie de 2024 qui dit que le nombre de candidats présents au concours dans la fonction publique territoriale, concours externe, je précise, a baissé de 20% entre 2011 et 2022.
alors que le nombre de postes offerts a augmenté de 29%. Je pense que là, l'écart, vous le devinez très très vite et vous le sentez tout à fait. Il est hyper important et il a aussi basculé en très peu de temps, en moins de 10 ans. Et puis, je voudrais vous donner une dernière information aussi que je trouve vraiment, euh, vraiment importante. Là, c'est issu d'un article de la Gazette des communes de ce début du mois, qui dit qu'en fait, pour garantir un niveau d'effectif suffisant, la fonction publique territoriale devra capter annuellement 19% de nouveaux arrivants sur le marché du travail. Donc 19%, c'est quand même important. Et la recommandation, elle semble presque impossible à tenir à ce jour parce que la fonction publique territoriale ne parvient à en attirer que 6,7. Voilà. Donc, vous l'avez compris, il y a une grande tension qui s'exerce dans la partie recrutement, bien sûr aussi sur la partie fidélisation, puisqu'il faut, on souhaite en tous les cas retenir les agents et les talents le plus longtemps possible. Ça démontre aussi un retard qu'a pris le secteur public dans toutes ces données-là, et c'est aussi ce qui nous a poussé en fait à avancer dans ce projet. Pauline va vous expliquer du coup comment la collectivité s'en a emparée. Oui, tout à fait. Le portage politique, et j'ai envie de dire même avant, le portage politique, il faut être convaincu en interne, hein. Il faut que dans les collectivités, l'administration soit convaincue du bien fondé. Au regard des constats que vient d'énoncer, et des chiffres qui permettent d'illustrer ces constats que vient d'énoncer Ingrid, normalement, l'administration est très consciente de ça. Nous, on a eu la chance d'avoir un vice-président RH déjà engagé sur la thématique de l'attractivité. Alors, pas spécialement la thématique de l'attractivité sur le volet emploi, mais l'attractivité touristique, économique, etc. Donc, quelque chose quand même qui était relativement familier, une sensibilité qui était déjà là. Et c'est vrai que ça a été assez aisé pour nous d'embarquer l'exécutif dans cette démarche parce qu'il y avait déjà cette appétence, on va dire, pour la matière. Alors effectivement, j'allais dire, c'est quelque chose, dans toute conduite de projet, hein, on va dire, c'est la première brique. Il faut que le portage soit là, il faut que le portage soit fort. Et c'est vrai que de notre expérience, ça a été quelque chose d'extrêmement positif et extrêmement facilitant d'avoir un vice-président aux ressources humaines qui soit également engagé dans cette démarche d'attractivité et qui a su déjà valider, encourager en interne le développement du projet et puis le porter auprès des conseillers régionaux, auprès de la présidente à l'époque, etc. Donc il y avait ce lien naturel avec la démarche qui nous a vraiment facilité, on va dire les choses en termes d'organisation, sans dire qu'on avait un blanc-seing total ou carte blanche. En tout cas, on avait cette écoute et cette disponibilité-là. Et c'est vrai que dans le cadre de démarches qui sont, on va dire, à cheval entre l'interne et l'externe, c'est important d'avoir un portage exécutif fort. Je vais laisser la parole à Ingrid sur toute la partie qui concerne l'état des lieux, parce que bien évidemment, avoir un portage, c'est bien, il faut pouvoir aussi l'alimenter, l'expliquer et donner les bonnes données. Complètement. Alors, pour cet état des lieux, on a décidé de recourir au service d'un cabinet externe. Vous le comprendrez très aisément pour une raison déjà très forte et importante, c'est que on avait besoin d'objectivité sur le sujet. Comment faire un état des lieux de notre propre image par nous-mêmes si déjà on ne sait pas comment s'y prendre et puis qu'on a des idées un peu préconçues. Donc ce cabinet, en fait, il nous a permis de bénéficier aussi d'une méthodologie que je vais vous donner parce que ce sont plein d'outils, plein de petits moments qui nous ont permis en fait d'avoir un diagnostic quasiment à 360 en fait de cette marque, en tous les cas cette image employeur.
Ces outils, ils ont été au nombre de 4. Donc, il y a eu bien évidemment un benchmarking sur le secteur public, mais aussi sur le secteur privé, sur les pratiques RH qui existaient, et également les images employeurs ou les marques employeurs de ces différentes structures. Ça nous a permis en fait de pouvoir vérifier comment notre collectivité, donc la région, se positionnait par rapport à tout cela. Il y a eu des enquêtes de perception qui ont été menées et qui ont été de multiformes. Il y a eu une première enquête auprès des réseaux en fait de la région et des réseaux aussi du cabinet prestataire pour comprendre quelle image ils avaient de la région. Donc, par exemple, les écoles du territoire ont été sollicitées, les centres de gestion ont été sollicités aussi, certaines collectivités. Et puis, fait intéressant, il y a eu aussi des enquêtes dans la rue. Dans 3 endroits, si je me souviens bien, à Dijon, à Châlons, à Besançon et d'ailleurs 4, je crois, à Auxerre aussi. Le cabinet est allé en direct dans ces villes et il a posé la question de, eh bien, quelle image vous avez de la région Bourgogne-Franche-Comté? Qu'est-ce que ça vous évoque? Troisième outil qui a été utilisé, c'est ce qu'ils ont appelé un scan visibilité, c'est-à-dire que l'image de la région a été vérifiée sur Internet. Alors, sur deux volets, en fait, comment est-ce que la région était référencée sur Internet et comment ces annonces d'emploi étaient également référencées sur Internet. C'est-à-dire que quand vous cherchez une information sur la région, qu'est-ce qui remonte? Est-ce que c'est le site? Est-ce que quand vous cherchez une annonce de la région Bourgogne-Franche-Comté, est-ce que c'est bien l'annonce qui remonte et qui provient du site ou d'un autre site de diffusion? En quelle position, sous quelle forme, etc. Et ça dit plein de choses sur la façon dont notre collectivité était positionnée. Et puis, bien évidemment, aussi, il y a eu une analyse de nos pratiques. C'est-à-dire que le cabinet a rencontré différentes personnes de notre direction des ressources humaines notamment. Donc, par exemple, dans la partie recrutement, avec des journées d'immersion, des entretiens avec les chargés de recrutement, des entretiens avec d'anciens candidats aussi. On a même eu, et ça a été un grand bouleversement chez nous, hein, parce que c'était pas quelque chose c'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Le candidat mystère, en fait, il y a une personne du cabinet qu'on ne connaissait pas qui a postulé, qui a suivi tout le parcours de recrutement en fait chez nous, donc qui a postulé, qui a passé l'entretien et qui a pu du coup faire un retour sur la façon dont ça se passait. Et puis évidemment aussi une analyse des annonces d'emploi qui étaient diffusées. Voilà, donc vous voyez un diagnostic très complet qui a visé différentes choses pour pouvoir du coup nous permettre d'avoir une meilleure observation de notre image. Je vais terminer avec un chiffre parce que vous avez compris que j'aimais bien les chiffres. 70% des personnes interrogées dans le cadre des enquêtes dans la rue ont indiqué qu'ils connaissaient la région. Par contre, seulement 53% des répondants du questionnaire ont indiqué qu'ils n'avaient jamais vu d'annonce d'emploi de la région. Ça dit quoi? Ça dit qu'en fait, ça nous explique que la région est plutôt connue. On a on a une image en tous les cas dans le fond de l'esprit de nos citoyens et citoyennes de la région Bourgogne-Franche-Comté. On a une image qui est imprimée dans leur tête. En revanche, les annonces d'emploi sont très peu vues ou en tous les cas pas assez nous concernant. Forcément aussi, il y a eu comme résultat un retour sur la faible mise en avant des atouts de la région. Les conditions de travail, les avantages sociaux, les postes et les missions proposées. Ce sont des choses qui n'étaient pas forcément visibles. Et pourtant, vous allez le voir avec Pauline, on a des agents qui sont attachés à la collectivité. On a des agents qui montrent en interne qu'ils apprécient être chez nous. Oui, effectivement, on a un bon retour. Je me permets de passer sur cette slide-là avant d'écrire un petit peu les suites du diagnostic.
Alors, c'est quelque chose qui est issu des travaux du cabinet dont on s'est attaché les services. Alors, on trouvait cette image plutôt assez didactique parce que en fait, on a interrogé les métiers chez nous, des agents, des métiers chez nous qu'on considère en tension aujourd'hui. Donc, il y a des cuisiniers, des encadrants dans les lycées, donc tous les services techniques des lycées, les experts en mobilité, les experts du numérique, des agents du service général toujours côté lycée, et puis des gestionnaires ressources au siège. Donc, vous voyez, siège et lycée, trois métiers de chaque côté qui sont identifiés ou qui étaient identifiés à l'époque, mais le sont encore aujourd'hui, c'est encore vrai aujourd'hui, comme des métiers en tension. Et pour chaque groupe, en fait, on leur a demandé ce qu'ils valorisaient dans l'exercice de leur métier. Et vous voyez, en fonction des valeurs qu'on a mis à gauche et des pictogrammes à droite, ça met le niveau, on va dire, de valeurs attribuées par les agents. Donc, typiquement, on a pu déjà dégager quelques atouts et puis voir là aussi où on était, j'allais dire, moins bon, en tout cas, où on communiquait pas assez bien, où il y avait des choses à revoir. Donc, si on prend l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, on voit que c'est quelque chose qui est très apprécié par les groupes interrogés, qui mettent de la valeur, sur le sens des missions aussi. Alors, bon, on va dire c'est peut-être assez évident quand on est une structure publique que nos métiers aient du sens, mais pas toujours, notamment pour les métiers qui sont en back-office. C'est plus vrai, par exemple, pour des métiers qui sont au contact du public, comme on peut avoir avec les collègues qui travaillent en lycée. Des perspectives d'évolution en interne et en externe, ça aussi c'est bien ressorti, le contact avec l'usager et les élèves, les conditions de travail. On voit que la rémunération, on est un petit peu entre les deux, ça va dépendre vraiment des types de métiers. Et puis l'autonomie, la liberté dans la réalisation des missions, ça aussi on voit que les profils sont un peu plus discriminés. Et puis l'employabilité et la participation et les moyens attribués à ces projets. C'était important aussi pour nous de voir en interne, finalement faire un petit peu ce benchmark, enfin, ce scan visibilité en interne. Euh, si je reviens sur les suites du diagnostic, globalement, sur la synthèse du ressenti de la marque employeur de la région, on s'est rendu compte qu'on avait des bases assez solides sur lesquelles capitaliser, notamment des politiques RH, qui sont un facteur d'attractivité clé, mais qui sont encore trop peu visibles des candidats. C'est ce qu'expliquait Ingrid tout à l'heure, notamment sur tous les avantages sociaux, les conditions de travail, etc. Une expérience candidat qui est plutôt satisfaisante. Là, on passe plutôt sur le volet recrutement, attractivité pure. Mais cette expérience candidat, des fois, pêche un peu trop sur le délai de réponse, par exemple, et pourrait mériter quelques ajustements simples dans la communication aux candidats, etc. Un process et des pratiques de recrutement plutôt classiques qui pourraient s'adapter un petit peu mieux aux identités des métiers. C'est ce qu'on appelle aussi le marketing segmenté, hein, du côté marque employeur, c'est-à-dire on ne s'adresse pas à tout le monde de la même façon et en fonction des profils, en fonction du secteur d'emploi, on va adapter notre communication, on va adapter nos process. Et puis, on a, à l'issue de ce diagnostic aussi, identifié des pans de la marque employeur qui restent inexplorés. Donc, une marque employeur à proprement parler déjà, hein, qui n'est pas existante à l'heure actuelle, avec une absence de contenu dédié. Et puis, on n'avait pas de promesse employeur, d'engagement employeur, c'est-à-dire on n'avait pas identifié les valeurs qui nous distinguaient. Une visibilité qui restait assez faible, ça Ingrid l'a montré tout à l'heure, c'est très ciblé sur des candidats qui étaient déjà présents en collectivité et qui touchaient finalement assez peu les profils plus jeunes. Et puis enfin, une notion de marketing segmenté que j'ai évoquée à l'instant, qui n'était pas du tout comprise, on va dire, dans nos process et dans la stratégie de la collectivité, donc sur laquelle on a bien évidemment travaillé. Ce travail, il s'est incarné d'abord dans la construction, l'élaboration d'une feuille de route et de façon, j'allais dire, assez peu originale parce que dans une démarche d'attractivité, ce sont les trois axes qui sont primordiaux. Eh bien, on l'a orienté sur trois volets. Donc, d'une part, la construction de la marque employeur, parce que ça c'est vraiment un chantier à part entière. L'expérience candidat,
l'expérience candidat, bah là, ça vient convoquer, on va dire, très majoritairement la fonction recrutement de la collectivité. Comment est-ce qu'on s'adresse aux candidats? Comment est-ce qu'on se fait connaître en tant qu'employeur? Où est-ce qu'on va trouver les candidats? C'est quoi notre dynamique de communication avec eux? Quels sont nos process? Où on publie nos offres? Comment est-ce on rédige nos offres, etc., etc. Et puis enfin, l'expérience agent, le troisième volet, et ça, c'est la fidélisation. Et on ne peut pas être dans une démarche d'attractivité, on ne peut pas avoir une marque employeur qui ne s'adresse qu'à l'externe, qu'aux potentiels candidats. Il faut aussi que dans cette marque employeur, nos agents en poste se retrouvent. Ça participe de la fidélisation. Il faut qu'on puisse dire aussi, voilà ce qu'on met en place dans la collectivité, voilà nos conditions de travail, voilà aussi vos perspectives d'évolution, voilà la diversité des métiers qu'on vous offre et surtout comment on va vous accompagner une fois que vous serez intégré dans l'équipe région. Les managers, comment est-ce qu'on vous accompagne? Est-ce qu'on a des stratégies d'accueil, des parcours d'intégration? Comment est-ce qu'on accompagne la mobilité peut-être interne, l'évolution statutaire des agents, etc. Tout ça, c'est l'expérience agent, donc le volet fidélisation. Puis, par le biais de cette feuille de route, ça nous a permis aussi d'identifier les partenaires internes à solliciter et puis à convaincre. La com interne, bien évidemment, mais la communication externe aussi. L'idée derrière tout ça, c'est une volonté de mettre en avant ce qui existe, ce qu'on fait déjà, qui n'est pas toujours valorisé, et puis quels sont nos atouts finalement. Et ces atouts, ils sont, j'allais dire sans fausse modestie, ils sont nombreux, notamment du fait du nombre assez important d'experts qu'on a en interne. C'est pour ça que sur ce volet de vraiment mise en place de la feuille de route, on a souhaité faire une démarche faite maison et ça va permettre de faire le lien avec la partie qui suit dont Ingrid va vous parler, c'est-à-dire on mobilise, on convainc, on mobilise, on rassemble les expertises en interne pour construire et mettre en œuvre cette feuille de route, encore une fois, pour nous et par nous. Alors en effet, on s'est retrouvés à travailler ensemble, donc à convoquer, comme disait Pauline, nos collègues d'autres directions pour pouvoir avancer sur toute cette démarche. Et puis, contrairement à ce qu'on peut imaginer, penser, ou en tous les cas quand on est formé sur le sujet, la conduite de projet, eh bien, ça n'est pas du tout ça ne détient pas de déroulé linéaire. On s'est aperçu très rapidement avec Pauline, et certainement aussi parce qu'on fonctionne comme ça, parce que on aime bien lancer plein de choses à la fois et parce qu'on a on est enthousiaste et on a envie de faire plein de choses. En fait, on s'est aperçu que on avait formalisé beaucoup de choses, une feuille de route, des fiches actions, un rétro-planning qui était bien construit, bien organisé, hein, Pauline, bien propre, tout joli. Et en fait, on s'est aperçu que nos réalisations, eh bien, elles se sont bousculées les unes après les autres. Ce qui exigeait de nous aussi, à un moment donné, de prioriser aussi les choses, prioriser les chantiers et les différentes choses sur lesquelles on souhaitait aller. Également aussi, une des choses qui a soutenu en fait tout le projet, c'est qu'on avait décidé d'expérimenter, de tester pour obtenir des validations. Vous allez voir juste après, on va vous le préciser. Ce qu'on voulait en fait, c'est que on voulait mettre en place, on voulait essayer des choses pour voir si ça fonctionnait ou si ça fonctionnait pas, et dans ces cas-là, pouvoir poursuivre ou pas, ou mettre en fait notre énergie ailleurs. Alors, les champs investigués dans un même temps, eh bien, ils vont reprendre les différentes parties que Pauline vous a énoncées tout à l'heure, l'expérience candidat, la marque employeur et l'expérience agent.
Sur la partie expérience candidat, les différents volets qui ont été expérimentés sont du coup l'accompagnement de l'équipe recrutement pour comment dire, pour revoir les pratiques de recrutement, pour essayer d'autres choses, pour notamment, par exemple, basculer sur des briefs avec les managers pour obtenir en fait des informations bien précises pour pouvoir mettre en place en fait toute la stratégie de recrutement. Mais ça pouvait être aussi d'aller tester auprès de d'autres job boards, c'est-à-dire des sites de diffusion d'annonces. On a également revu le process recrutement à la faveur en fait de différents groupes de travail qui nous ont permis donc de segmenter en fait tout ce processus et puis de s'engager sur un plan d'action aussi par rapport à l'équipe. En matière de tests, je vous disais, de tests d'expérimentation, on a aussi débuté toute une série de participations dans des salons pour l'emploi avec à chaque fois le fait de se dire, eh bien, on va aller tester en fait ce salon, on va aller voir ce que ça donne. Bien sûr, on prend les informations nécessaires avant, on part pas n'importe où, n'importe comment. Mais vous comprenez bien qu'avec le territoire aussi vaste qu'on a de Bourgogne et de Franche-Comté, on ne peut pas être présent sur tous les salons de job dating du territoire. Donc, eh bien, il y a eu tout un an, toute une année en fait, pendant laquelle on a pris des contacts, on a participé, on a fait aussi un bilan pour pouvoir bien jauger en fait de notre action sur ce sujet et gagner en visibilité. L'équipe recrutement a aussi bénéficié, est en train de bénéficier d'une formation certifiante au recrutement, qui est une formation qui est inscrite en fait au répertoire national des certifications professionnelles. Donc c'est un moment aussi important pour les accompagner dans leurs nouvelles pratiques. Pauline, je te laisse poursuivre avec la marque employeur pour les Mais différents cer- chantiers. certainement, des gros chantiers, effectivement, comme vous voyez. Alors, pendant qu'il y avait effectivement ce pan recrutement qui était aussi en train de se construire, en train de se travailler, etc., dans le même temps, on a bien sûr avancé sur la marque employeur, hein. Il était important qu'on puisse se rendre visible à l'extérieur. Et pour ça, on a déjà constitué un groupe de travail interne pour réfléchir sur le sujet, notamment avec évidemment, ça c'est notre collègue Maëlle qui en parlera tout à l'heure, la constitution d'un groupe dédié communication, alors qui convoque à la fois DRH comme interne DRH et comme institutionnel, pour ensemble construire cette marque, avec un groupe qui se réunit, on vous en reparlera, à une fréquence assez dynamique, on va dire. On a également constitué des groupes métiers agents. Pour nous, c'était important d'avoir le retour aussi des collègues de terrain sur quels atouts on met en valeur, quelle est la singularité de la collectivité qu'on met en valeur dans le cadre d'une marque employeur. Et donc, ces groupes métiers se sont constitués avec les métiers que j'ai évoqués sur une slide précédente, à savoir les métiers qu'on a identifiés comme étant en tension. On s'est dit, tant qu'à faire, puisque ce sont les métiers, on va dire, cibles du recrutement aujourd'hui, autant leur demander, eux, parce que bon, on va dire que comme tout un chacun, ce sont des candidats potentiels, autant leur demander quels seraient les atouts de la collectivité à mettre en avant dans le cadre de cette marque employeur. Donc, pour rappel, ces métiers-là, c'était pour les lycées, les cuisiniers aides de cuisine, les encadrants de lycée et les agents d'entretien. Et puis pour le siège, c'était tout ce qui était lié, les agents liés à la mobilité, c'est-à-dire les transports. Comme on a une autorité de gestion des transports, c'est un métier qui est en tension chez nous. Tous les métiers du numérique, évidemment. Et puis, plus largement, on va dire les métiers administratifs autour de la gestion de dossiers de subventions.
Alors, l'objectif, c'était évidemment apporter des éléments complémentaires au diagnostic qui avait été fait. Là, pour le coup, partir de la base, avoir des éléments internes, partager aussi les spécificités des métiers. Il y avait une notion aussi un peu d'interconnaissance. Ça permet aussi, toujours dans l'idée d'un marketing segmenté, de se dire, tiens, sur ce métier-là, il faut mettre en avant tel atout. Ça parle davantage aux profils qui vont nous intéresser. Et puis, on les a mis aussi naturellement à contribution sur certaines actions dont vous parlera Maëlle tout à l'heure. On leur a mis un petit peu j'allais dire, on leur a demandé de mettre la main à la pâte pour nous aider à construire cette marque. Ça, c'est pour la marque employeur. Sur le côté expérience agent, alors on avait déjà pas mal d'existants, pas mal de dispositifs existants qu'on a un petit peu recensés, identifiés pour pouvoir mieux les valoriser. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient là, notamment en termes d'accompagnement du management. Des encadrants, on a beaucoup de dispositifs. Ça qui nécessite certainement plus de valorisation, plus de communication. Toute la valorisation des réussites individuelles et collectives. Ça, c'est pareil, c'est un travail qui est encore en chantier. Il y a déjà des choses existantes qu'on va, on va dire, peut-être développer, on va peut-être ajouter des choses derrière. Et puis enfin, on est là, c'est quelque chose de tout à fait d'actualité. On travaille sur comment est-ce qu'on repense tout notre processus d'intégration des nouveaux agents et également on essaye de s'équiper de quelque chose qu'on n'a pas encore, ce qui est un processus d'accompagnement au départ des collègues qui quittent la collectivité. Ces deux moments, on va dire, de la vie de la collectivité et de la vie des agents, de la vie professionnelle des agents sont très liés. On appelle ça off-boarding, on-boarding, débarquement, embarquement, et ça nécessite effectivement de se pencher pour avoir des processus harmonieux, des processus qui intègrent aussi non seulement l'agent, mais l'encadrement, les équipes aussi, au final, au bénéfice, en tout cas on le souhaite, de l'image aussi de la collectivité. Vous le comprenez, c'est une démarche qui s'est construite autour des valeurs. Je reviens légèrement sur la marque employeur parce que la marque employeur est quelque part, toute cette démarche d'attractivité doit reposer sur ce qu'on appelle un engagement employeur dont Ingrid va vous parler. C'est quoi l'engagement employeur ou d'aucuns l'appellent également promesse employeur? Eh bien, c'est les valeurs qu'on va mettre en avant, nos valeurs et nos atouts sur lesquels on va communiquer, qui vont être un peu la bannière de la collectivité en termes de communication, à la fois sur le volet marque employeur, mais qui vont guider aussi nos travaux sur l'expérience candidat et sur la fidélisation. En effet, donc comme vous le disiez Pauline, on a travaillé d'abord sur une promesse employeur qu'on a appelée chez nous un engagement employeur, qui fera écho tout à l'heure à ce que vous indiquera Pauline en termes de valeur, une valeur hyper importante pour notre collectivité et les agents qui s'y intéressent. Donc cet engagement employeur, en fait, il provient à la fois du diagnostic qui a été réalisé par le cabinet extérieur dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi avec les échanges avec les groupes métiers qui vous a été présenté juste avant. Et donc, cet engagement employeur, il est constitué de trois choses, de trois engagements de notre collectivité. Donc, un employeur qui est attentif aux conditions de travail de ses agents, un employeur qui accompagne ses agents et leur donne des perspectives d'évolution, et une collectivité engagée qui encourage ses équipes à penser le service public de demain. Donc, on est en gros sur les conditions de travail, l'évolution professionnelle et l'accompagnement, et surtout une notion d'innovation et en tous les cas de prospective vers l'avenir. Tout cela, en fait, ça fait écho en fait aux valeurs qui nous ont animés avec Pauline et avec nos collègues aussi sur toute cette démarche. Alors, une des premières valeurs qui nous a tenu à cœur avec Pauline, c'est le fait de formaliser.
les choses. C'est pas toujours, le cas dans la culture en tous les cas, de certaines collectivités. Chez nous, ça l'est plutôt, mais ça nous tenait à cœur, en tous les cas, avec Pauline, de vraiment reprendre ce qui existait déjà. Donc, mettre en avant, avec le benchmarking interne, toutes les bonnes pratiques, en fait, qui nous précédaient. Bien évidemment aussi, de fournir des notes, des relevés de décision, des comptes rendus, de préparer les réunions. Ça, c'était très très important parce que, comme on le savait, Pauline et moi, qu'on allait avoir affaire à différentes directions, services, agents, agentes de la collectivité, il fallait aussi qu'on puisse garder des traces et qu'on puisse les réutiliser. Deuxième des valeurs qui nous a animés en fait dans cette démarche attractivité et dans la constitution de cette marque employeur, c'est de tenir informé. Et là, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'on a mis un accent très fort en fait sur tout ce qu'on appelle communément dans la conduite de projet la comitologie. C'est-à-dire que ce qu'on a cherché à faire, c'est disposer d'une comitologie qui soit efficace et qui soit aussi, on s'en a aperçu, évolutive. Alors la première des strates, bien évidemment, c'est le comité de pilotage. Le comité de pilotage chez nous, il a pour objectif de favoriser en fait les validations importantes avec le décideur politique et le décideur administratif, bien évidemment. Quand on parle de décideur politique, bien c'est forcément le président, la présidente de notre collectivité, le ou la vice-présidente également qui est en charge de notre domaine, et puis forcément le directeur général des services avec la hiérarchie bien sûr qui correspond. Donc ça, c'était la plus grande strate, enfin la strate la plus haute en fait de validation chez nous. On convoque ce comité de pilotage environ 2 à 3 fois par an en fonction des moments et surtout de l'évolution de nos actions. On a mis en place aussi un comité technique au sein de la DRH qui réunit la directrice des ressources humaines, la directrice adjointe, le chef de service développement des ressources humaines, Pauline et moi, pour assurer et surtout informer de tout ce qu'on fait très régulièrement. Là, c'est un comité technique qui se réunit tous les 15 jours. On a aussi fait très attention à informer également tous les acteurs qui gravitent en fait autour et dans notre collectivité bien évidemment, mais autour de cette démarche attractivité. Donc par exemple, on fait des informations régulières auprès des réseaux d'encadrants. On en a 3 en interne, des réseaux de managers internes. Il était important aussi qu'ils puissent suivre les choses, qu'ils puissent être informés de ce qu'on fait et surtout par exemple des groupes de travail qu'on peut mettre en place et qu'on peut leur proposer. On a mis en place aussi des sessions d'information auprès des organisations syndicales parce que là aussi, c'est un acteur qui est important et qu'il est important d'embarquer en fait dans notre démarche. Et donc pour ça, on est intervenu assez régulièrement auprès du comité social territorial ou de la commission de dialogue social en fonction des sujets. Donc on leur a présenté par exemple le travail qui allait être fait par le cabinet, les résultats du diagnostic, la feuille de route qu'on allait mettre en place. Voilà. Ils sont tenus informés en fait de toute l'évolution. Notre feuille de route aussi, la feuille de route de la démarche attractivité a été présentée également en assemblée plénière, donc auprès de tous les élus régionaux. Ça, c'était une demande de validation qui était importante pour le DGS, donc le directeur général des services, et qui nous a paru aussi essentiel dans l'avancement en fait du projet.
Évidemment aussi, dans ces informations diverses et variées, eh bien, on convoque régulièrement des groupes de travail sur des sujets divers et variés. Comme je vous le disais, par exemple, des encadrants sur le projet de feuille de route. Ça peut être aussi le service de gestion paye pour compléter un process de recrutement. Euh, voilà, des choses diverses et variées. Un comité éditorial aussi qu'on a mis en place tout récemment. On a une nouvelle instance aussi qui se met en place et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on a une comitologie qui est évolutive, et bien en fait qui fait suite à des évolutions aussi qu'on a en interne. C'est-à-dire que en interne chez nous, on a eu un changement de personnes au niveau de la direction de la communication, au niveau de la direction générale des services, au niveau de la présidence, comme vous le savez, au niveau de la vice-présidence aussi. Et donc, bien, du coup, il faut qu'on mette en place des choses qui soient plus pertinentes à ce moment-là, parce que les attentes ont changé aussi. Et puis, en fonction de l'avancée du projet, bien évidemment, on s'aperçoit que bien, il y a certains groupes de travail, par exemple, qui n'ont plus de raison d'être, et donc on les termine, bien évidemment. Je vais laisser Pauline poursuivre avec les autres valeurs qui nous ont animés dans cette démarche. Dans la notion, effectivement, toujours d'engagement, de partage, de valorisation, c'est ce qu'on vous a mis un petit peu comme ça, hein. C'est aussi ce qui nous anime dans la conduite de ce projet-là et de cette démarche. Je vais faire un focus très rapide avant de passer la parole à Maëlle sur deux groupes de travail qui sont d'une part nos groupes métiers, siège et lycée dont je vous avais parlé, et puis le groupe de travail communication, hein, celui travailler fortement autour de la marque employeur et qui continue de travailler dans le cadre de comités éditoriaux sur les autres pans de la démarche. Euh, pour les groupes métiers, très rapidement, je vous disais qu'on les avait mis à contribution, déjà d'une part pour avoir leur opinion, pour les tester sur leur propre métier, et ensuite, plus globalement, eh bien, sur euh, le recueil un peu de leur avis et de leurs envies sur la communication, notamment, ce qui me permettra d'enchaîner avec le groupe Com. On les a fait travailler à titre d'exemple sur le slogan qu'on allait attribuer à cette marque employeur. C'est toujours bien d'avoir ce qu'on appelle une baseline dans le jargon. Vous voyez, c'est quelque chose que j'ai appris. On est vraiment en développement de compétences aussi dans toute cette démarche-là. On les a fait travailler donc sur les slogans. On les a fait travailler aussi sur ce qu'on appelle des planches de tendance, c'est-à-dire quel ton est-ce qu'on donne à cette marque employeur, quelle couleur est-ce qu'on décline de notre charte graphique régionale pour avoir une charte spécifique à la marque employeur. Quel visuel est-ce qu'on peut attribuer à cette marque. Ça a été très très riche en discussion, en débat, en choses comme ça, et ça a vraiment permis, notamment aux équipes graphiques de la direction de la communication, mais pas que, de pouvoir orchestrer un petit peu, incarner, exprimer visuellement et graphiquement cette marque employeur. Le groupe communication dont je vous parlais également, qui est vraiment un groupe pivot dans la démarche, puisqu'elle s'inspire beaucoup. Alors la marque employeur, de toute façon, je vais dire, c'est quasiment que de la communication. Il faut que ce soit évidemment basé sur du réel, hein, sur du factuel, sur du démontrable, hein. C'est ce qu'on met dans la slide. On dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Il faut que ce soit toujours appuyé sur des faits qu'on puisse prouver. Euh, mais ce groupe com est vraiment, vraiment déterminant, euh, il nous permet de convoquer à la fois des chargés de communication, des experts sur le graphisme, des rédacteurs web, des community managers, et encore une fois, construire réellement la marque, l'incarner dans sa matérialité, on va dire. C'est un groupe, pour vous donner un ordre d'idée, qu'on va réunir quasiment 1 à 2 fois par semaine, à ce rythme-là.
à ce rythme-là. Et c'est un groupe qui a donné naissance, on va dire, qui s'est reproduit et qui a donné naissance à un comité éditorial, parce qu'il y a naturellement des réseaux comme LinkedIn qu'on va investir, qu'on investit déjà, mais de façon un petit peu plus éparse et bien souvent aussi personnelle. Et là, qu'on va investir sur le volet de l'emploi de façon plus institutionnelle. Je vais laisser la parole pour compléter ces propos-là à Maëlle sur tout le volet des outils qui sont un peu sortis de ce groupe de travail com qui est si déterminant dans toute cette démarche. Donc bonjour, Maëlle Olivier, chef de service information à la direction de la communication. Pauline, elle a déjà dit pas mal de choses. Donc nous, on intervient en tant que direction de la com par le biais de 2 services, le mien, donc service information, et le service action de communication, avec la participation de Gladys Macchiedi qui est chargée de communication. On est là pour définir l'identité de cette marque, définir un plan de com et faire vivre la marque sur la durée. Sur la démarche globalement, pour moi, mais je pense que dans la collectivité, c'est quand même une nouveauté, c'est la première fois qu'on travaille sur un projet de cette ampleur, entièrement en interne, ça veut dire sans agence, conseils divers et variés, de façon transversale sur 3 directions, parce qu'il y a effectivement la direction des ressources humaines, la direction de la communication, mais il y a aussi la délégation à la modernisation avec Benoît Chaumont qui s'occupe de com interne. Donc c'est 3 directions qui se réunissent quand même très très régulièrement. Et qui travaillent ensemble avec une spécificité aussi, c'est que tout ce qu'on fait depuis le début est testé en interne, par différents biais. Mais c'est un vrai luxe de pouvoir faire ça parce qu'on est sur un projet sur la durée, même si on a des échéances quand même. Voilà, on a des vraies échéances, mais c'est quand même quelque chose qui s'inscrit sur la durée, sur du temps assez long, ce qui nous permet de travailler différemment d'habitude, de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on fait et de tester les propositions. Donc nous, on a travaillé notamment avec les groupes métiers qu'évoquait Pauline, donc agents lycée, agents siège, qui je crois ils sont tous volontaires. Hein. Il y a une question qui interrogeait là-dessus, ils sont tous volontaires et tous très impliqués. On a travaillé à partir des valeurs qui avaient été dégagées du diagnostic et de groupes précédents. À partir de ces valeurs, on a fait travailler les agences sur cette fameuse baseline, c'était cette accroche qu'on ne pourra pas vous donner aujourd'hui. C'est ça qui va être très frustrant. Afin de voir avec eux, en fait, comment ils ont envie de parler de la région, comment ils ont envie de parler de leur métier, qu'est-ce qui est important pour eux, comment, je ne sais même pas trop comment l'expliquer, mais comment eux verraient les choses, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire sur la région, sur leur région employeur. Donc on a fait différents ateliers, on les a fait travailler en parallèle sur sur l'aspect visuel et sur l'aspect texte. Hein. Donc on leur a fait des espèces de mood board ou des planches de tendance, comme on dit. Un peu comme on fait pour les défilés de mode. Donc on leur mettait à disposition énormément d'images, on leur mettait des polices de caractères, on leur mettait des couleurs, toutes sortes de choses. Et des valeurs, un certain nombre de valeurs qu'on avait sélectionnées parmi celles qui étaient remontées dans le diagnostic hein, quand même, afin de les obliger à choisir encore plus précisément ce qui leur tenait vraiment à cœur. Et ils ont construit par petits groupes des mood boards desquels sont ressorties des grandes tendances de ce qu'ils attendaient de nous en termes de communication sur la marque employeur. Dans les éléments qui sont fortement ressortis, c'était la volonté de communiquer différemment, de
pas communiqué de façon institutionnelle sur ce volet purement employeur, valorisation des métiers, etc. Ils avaient envie un peu de renverser la table et qu'on fasse quelque chose d'un peu plus provoquant, c'était un peu fort, mais un petit peu plus osé que ce qu'on peut faire d'habitude, d'avoir un ton qui soit un peu plus décalé. Et ça a été unanime. Agents lycée, agents siège, ils ont tous réagi de la même manière. On veut quelque chose de différent, on veut quelque chose qui se démarque, qui dépoussière l'image qu'on a des métiers de la fonction publique. C'était vraiment unanime. Ils ont aussi plutôt travaillé sur des images autour de la cohésion, vraiment sur des valeurs de cohésion, même de diversité. Il y avait assez peu de différence entre les groupes lycée et les groupes sièges, ce qui était aussi une surprise pour nous, mais comme quoi la valeur, par exemple, le sens du service public, c'est quelque chose qui est remonté assez fortement. Voilà, donc ça nous a permis, nous, à partir de leur travail, de réfléchir autrement la communication qu'on pourrait proposer. Donc on a abouti à différentes baselines qu'on a soumises à un copil avec le DGS, le VP de l'époque, la DRH, enfin voilà, toute notre hiérarchie. Et le poids, vraiment pouvoir dire, alors on arrive à ces propositions parce qu'on a travaillé avec le groupe métier, ça a un poids phénoménal en fait, parce qu'on n'est pas sur j'aime ou j'aime pas en fait, on est sur des choses que les agents eux-mêmes ont validé quoi. Donc c'est toute une autre façon de faire valider les choses. Donc tout le monde est tombé d'accord sur une baseline qu'on ne pourra pas vous donner tout de suite, mais que vous découvrirez bientôt. Ce qui nous a permis en parallèle, enfin même plutôt par la suite, de travailler sur des visuels qui pourront servir de base pour plein de choses, pour une campagne, pour des réseaux, pour plein d'autres éléments qu'on dévoilera plutôt en début 2026. Et pareil, ces visuels, on les a travaillés avec le groupe de travail qui a pu tester les propositions en interne à la DRH, en interne à la démo, en interne à la DIRCOM. Enfin, tout le long, on a fait des allers-retours sur tous ces sujets-là pour voir comment les collègues recevaient les informations. Est-ce qu'ils comprenaient ce qu'on voulait leur dire? Est-ce que ça leur parlait? Est-ce qu'ils trouvaient ça valorisant? Est-ce qu'ils ne pouvaient pas avoir des interprétations qui prêtes à polémique ou juste à des doubles sens qu'on n'aurait pas identifié à la com parce qu'on n'a pas la même sensibilité que d'autres personnes dans d'autres métiers, etc. Donc c'est vraiment un travail d'aller-retour qui est hyper intéressant à faire. Et donc là, on va aboutir vendredi à un choix du président du visuel qui servira de base à tout le reste, quoi. Donc on a une baseline qui avait déjà été validée et là on aura vraiment une ligne graphique, en fait un univers graphique qui sera validé vendredi et qui va nous permettre de travailler vraiment après à la déclinaison de tout ça. On a aussi travaillé sur une ligne éditoriale. Parce que les groupes métiers, on leur avait aussi demandé de réfléchir au ton qu'on voulait. Donc c'est ce que je vous disais, ils veulent un ton un peu décalé, quelque chose d'un peu nouveau. Donc à partir de ça, oui, je vais vite Thomas. À partir de ça, on a rédigé une charte éditoriale qui va nous permettre, vu qu'on est plusieurs directions à intervenir sur le sujet, on a cet élément de base qui nous permet de rédiger d'une certaine manière tous les contenus qui vont être faits sur la marque employeur, que ce soit des plaquettes, que ce soit des posts LinkedIn, que ce soit les pages de présentation de la région sur les sites un peu employeurs, emploi public, tout ce genre de sites. Donc voilà, on a créé une espèce de boîte à outils qui est encore en cours de finalisation, mais qui nous permettra de communiquer sur différents supports en interne, en externe, avec une base commune, quoi. Juste, j'ai vu qu'il y avait une question sur la valorisation des métiers, des réussites, etc. Donc ça, on travaille dessus. Il y a un fort enjeu sur LinkedIn, sur ces sujets-là. Après, ça pourra être aussi sur le site internet. Enfin, il y a plein de choses qui sont en cours de finalisation et qui pourront être des portraits, des interviews. Enfin,
toutes sortes, tous les supports, enfin tous les formats journalistiques pourront être utilisés pour ces objets-là, enfin ces sujets-là, à la fois en interne et en externe. Voilà. Donc on est en train de travailler là-dessus et tout sera dévoilé début 2026. Et comme on n'a pas plus de temps, je m'arrête là. C'était pas mon propos, mais je disais, c'est pour que les gens commencent à poser d'autres questions si besoin. C'était pas pour accélérer. Mais c'est très bien en même temps. Voilà, c'était pas l'effet escompté, mais c'est très bien. Bon, alors c'est vrai que jusqu'à présent tout est très positif, tout est très bien, et c'est vrai qu'on a très majoritairement des retours extrêmement positifs, du moins en interne, sur tout ce qu'on a déployé. Alors je vais passer très rapidement sur les difficultés. Évidemment, on rencontre des obstacles tout au long du chemin, hein. On peut notamment parler, Ingrid l'abordait rapidement tout à l'heure, on a connu très très récemment un changement de DGS et un changement de président. Donc c'est vrai, et qui plus est sur une période assez charnière, puisqu'on n'est pas loin du lancement de la marque employeur quand même. Donc voilà, dans ces cas-là, ça fait partie des difficultés qu'on peut rencontrer, ou en tout cas peut-être des moments où là, il faut s'adapter. C'est comment est-ce qu'on va embarquer le nouvel exécutif et le nouveau décideur administratif, on va dire, sans tout recommencer, sans tout remettre à plat. Donc voilà, il faut savoir aussi des fois, on va dire, être un petit peu agile, un petit peu souple, pouvoir à tout moment, et c'est là où le fait d'avoir formalisé des choses, d'avoir fait des notes, d'avoir énormément de supports de communication, c'est là où on voit la plus-value de tout ce travail, c'est qu'on est en capacité de dégainer, si je peux me permettre, énormément d'informations synthétiques et concises sur une démarche déjà très engagée, qui va permettre une réactivité dans la décision de tout ce nouvel environnement décisionnel, justement. Autre type d'écueil, avec toute la meilleure volonté qu'on a dans la convocation des compétences en interne, on ne peut pas s'affranchir de l'historique. C'est-à-dire qu'on peut se confronter, des fois, ça nous est arrivé particulièrement sur un groupe de travail précis, il y a des tensions préexistantes entre des organisations, peut-être entre des agents des fois. Ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte et qu'il faut arriver à contourner. Il faut mettre en place des stratégies de contournement là-dessus et s'adapter. Il faut tenir compte de l'histoire. On a des organisations qui bougent, mais il y a des fois des situations conflictuelles qui ne sont pas le fait de la démarche en elle-même, mais qui peuvent être soit ravivées, un petit peu titillées, on va dire, par le fait de constitution de groupes de travail en commun, en collectif. Donc arriver quelque part, il faut arriver à emmener le collectif pour dépasser des tensions qui pourraient éventuellement exister précédemment. Dernier point, dernier écueil, en tout cas dernier point de vigilance, il faut adopter une attitude très pédagogique auprès notamment des collègues représentants du personnel. La démarche, c'est une démarche globale de mise en valeur de la collectivité, on va dire les choses, et effectivement, souvent on peut avoir un dialogue qui est contraint avec les organisations syndicales du fait que cette valorisation de la collectivité ne va pas forcément dans le sens de leurs revendications. Il faut arriver avec eux à faire comprendre un petit peu justement l'aspect macro de cette démarche, qu'elle ne se fonde pas sur des situations individuelles qui sont à dépasser également, et d'où l'intérêt d'ailleurs de faire participer des agents dans le cadre des groupes métiers pour donner une légitimité aussi à toute cette démarche. Alors déjà en interne, quoi qu'il arrive, mais aussi auprès de nos collègues représentants du personnel. Tout ça, ça nous permet également, ça me permet d'enchaîner un petit peu sur tout ce qui est un petit peu. Voilà, l'intelligence collective, qu'est-ce que ça apporte finalement? Ce travail en collectif, ce travail interne, cet agrégat d'expertise, le fait d'aller sur le terrain de l'autre et de s'accompagner, etc., ça permet aussi d'avoir déjà des missions nouvelles ou renouvelées, et puis de développer des compétences. Alors, je passe sur les compétences techniques parce que vous l'aurez compris, le fait, par exemple, moi, à la DRH, de faire partie d'un travail avec des experts en communication, par acculturation au contact, on va dire naturellement, je ne suis pas une communicante aujourd'hui, je ne suis pas chargée de communication, mais ça m'a permis à la fois de mieux connaître l'environnement de la communication, ses contraintes, et puis de m'acculturer un petit peu, et pourquoi pas développer quelques compétences aussi en la matière. Voilà, on parlait du travail sur les baselines, les planches de tendance, ça c'est valable aussi pour les collègues des groupes métiers
qui ont découvert, on va dire, d'autres horizons et certainement d'autres débuts de compétences. De la même façon, quand on se rend sur un salon, vous l'avez compris, Ingrid vous l'a dit, on accentue fortement notre visibilité, notre présence sur les salons de l'emploi et les salons métiers, etc. Eh bien, c'est aussi le développement peut-être de la prise de parole en public, comment est-ce qu'on se présente, la mise en valeur aussi de soi et de la collectivité. Ça, on l'apprend par l'expérience, on va dire à l'épreuve, entre guillemets, en se rendant sur ces rendez-vous, sur ces événements. De la même façon, on va développer des partenariats, certes à l'interne, mais aussi à l'externe. Là aussi, on est sur un champ de compétences qui peut parfois être nouveau pour certains collègues engagés dans la démarche. On a également des savoir-être qui se développent, notamment quand on travaille ensemble, quand on crée des partenariats internes et externes, de l'écoute, le sens de l'écoute, de la curiosité, cultiver aussi une forme d'enthousiasme, peut-être des fois aussi de la patience, pourquoi pas, des qualités aussi didactiques, pédagogiques. Tout ça, ça vient aussi alimenter cet engagement dans la démarche de la part des collègues. Il y a une envie d'aller au-delà, de se dépasser pour aller vers la contribution à un projet qui est plus grand et qui est à hauteur de collectivité. Sur toute cette partie, vous l'avez compris, nous, l'intelligence collective, c'est un thème qui est très fort récurrent parce que elle s'incarne vraiment dans ce projet-là. Sur toute cette notion d'intelligence collective, je vais repasser la parole et la main à Ingrid, experte en la matière, si je puis dire. Merci Pauline. Ce que je voulais préciser à ce moment-là, en fait, c'est sur la base d'un écrit en fait de Robert de Kellen, qui est coach certifié. Je voudrais vous citer 2 ou 3 choses qui font que on a bien travaillé dans cet univers d'intelligence collective et qu'on le reconnaît selon notamment 2 dimensions. D'une part, l'intelligence collective, ça se décrète pas. On décrète pas, on n'impose pas aux autres d'être intelligents ensemble. Par contre, ça impose de pouvoir passer d'une pensée divergente à une pensée convergente. Et pour ça, il faut savoir embarquer les autres. Une autre dimension qui est très importante dans l'intelligence collective et qu'on a pu, en tous les cas, expérimenter tous ensemble dans le groupe de travail communication notamment, mais aussi avec les groupes métiers, c'est l'intensité de l'engagement. On vous disait tout à l'heure, le groupe communication, il s'est réuni très, très, très fréquemment. On se voyait quasiment toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, à certains moments de certaines périodes. Et ça, en plus, je voudrais préciser, depuis 1 an. Donc, l'intensité de l'engagement, il est là. Et ça se mesure même parfois, comme dit Robert de Kellen, à la joie des participants. Je peux vous dire qu'on a eu des séances de travail qui étaient vraiment sous l'aune de la bonne ambiance, du rire, de la joie de se retrouver, du partage de bonbons, par exemple, pour les petites anecdotes. Voilà, ça c'était... et Benoît, si tu nous entends, on pense à toi. Dernière des choses, c'est que dans un temps, comme vous le savez, financièrement, c'est quand même très compliqué pour tout le secteur public. Je pense notamment à l'État, mais aussi à toutes les collectivités territoriales. Eh bien, c'est l'occasion aussi de faire plus avec moins. Et donc, quand on est en fait dans ce contexte-là, eh bien forcément, il faut faire preuve de curiosité, de perspicacité, de créativité, et puis aller dans ces retranchements aussi pour avancer et continuer à aller plus loin. Voilà. Je vais passer la parole à Emmanuel qui va terminer les choses sur la partie 2026 et pour vous dire comment on va lancer notre marque employeur dans quelques semaines. Merci Ingrid. Donc oui, Emmanuel Grenouillet, je travaille à la direction des ressources humaines, je suis chargée de la communication interne et donc vous l'avez compris, membre du groupe de travail communication attractivité dont vous a parlé largement Ingrid, Pauline et Maëlle précédemment.
Voilà, et donc je vais vous évoquer très rapidement, hein, je vois que le compteur tourne, ce que nous avons prévu pour le lancement de notre marque employeur. Alors tout d'abord en interne, hein. Là encore, vous dire que nous n'avons pas fait appel à un cabinet externe. À nouveau, nous avons choisi de mobiliser nos ressources internes, nos idées, notre créativité, qui sont, vous l'avez bien compris, au cœur de notre démarche. Donc, nous avons décidé de profiter de la cérémonie des vœux du président qui se déroule au mois de janvier pour marquer le coup. Hein. Les vœux, c'est un moment qui est symbolique et fédérateur pour les agents de la collectivité. Donc, ce sera l'occasion pour nous de dévoiler la marque employeur à l'ensemble des agents de la collectivité et en quelque sorte de créer un événement dans l'événement de cette cérémonie des vœux. Mais bien sûr, ce n'est qu'un début. Il y a bien évidemment un plan de communication interne qui viendra soutenir ce lancement. Et là aussi, nous souhaitons confronter nos idées à la réalité du terrain. Donc, les agents qui sont impliqués dans les groupes métiers dont on vous a parlé seront vraisemblablement sollicités hein, pour valider ou ajuster nos propositions. Et pour tout cela, on a décidé d'organiser dès la semaine prochaine un brainstorming avec l'équipe projet, en y associant aussi nos collègues du labo. Hein, Céline Zatorski, pour certains ou certaines, vous la connaissez, qui copilote le labo, va pouvoir nous apporter aussi ses idées créatives et ses compétences, avec cet objectif d'imaginer un moment fort, marquant, qui va donner en fait envie aux agents de s'engager dans cette dynamique. Et puis enfin, au printemps, sans doute autour du mois d'avril, nous passerons à la vitesse supérieure avec le lancement de la communication externe, avec une communication et une campagne d'envergure, à la fois digitale et print, pour voilà, faire rayonner notre marque employeur, nos valeurs, au-delà des murs de la collectivité régionale. Voilà, j'ai fait rapide. Impeccable, impeccable. Je conclue, enfin on va conclure, je vais arrêter Voilà. le partage du support sur cette image-là. Alors il se trouve que ce sont mes mains, figurez-vous. Ça, c'était à l'occasion d'un groupe métier avec les collègues des lycées et du siège où on travaillait notamment sur les polices, comme vous pouvez le voir. Donc je trouvais l'image assez sympathique. Voilà, et je vous retrouve maintenant, je vous vois tous. Et bon, pour le mot de la fin, pour qu'il y en ait un, merci. C'est surtout, voilà, il faut être convaincu soi-même, comme dans beaucoup de projets, hein, pour les mener à bien, il faut être convaincu. De là découle naturellement l'enthousiasme. Il faut le cultiver, il faut vraiment cultiver cet enthousiasme. Comme disait Ingrid, ça apporte déjà de la joie, ça permet de rencontrer, de travailler avec des collègues super, de rencontrer des experts, rencontrer des personnes. Et puis surtout, valoriser nos dispositifs, notre travail, valoriser les collègues et en chemin, se valoriser soi aussi, et quelque part, c'est pas moins important. Merci Pauline, merci à toutes les quatre. On va passer à la phase de questions. Alors il y a quelques questions qui sont dans l'onglet questions-réponses. On a une quinzaine de minutes pour ça. J'ai déjà regardé un peu s'il y avait. Alors il y a des choses qui ont déjà été apportées, en tout cas sur les questions. Je vais les prendre tout simplement par le début. Hein, voilà. Soyons pragmatiques. Alors, la première question n'est pas anodine. Est-ce qu'il y a eu un travail ou est-ce qu'il va y avoir un travail sur le régime indemnitaire parce qu'on parle d'attractivité. Alors, c'est peut-être pas la porte d'entrée qui est privilégiée, mais la question est posée, est-ce qu'elle a affecté le budget ou un autre budget dédié? Alors, ça a été quelque part la porte d'entrée, ça a été la première brique de la démarche attractivité, avant même la marque employeur. C'est-à-dire que ça remonte à 2023. Bon, même si les travaux sur le régime indemnitaire étaient antérieurs, en tout cas, il a atterri en 2023 avec la mise en place d'un nouveau régime indemnitaire, d'un régime indemnitaire révisé, dans cette optique d'attractivité et donc de, quelque part, déjà agir sur les postes en tension, notamment, etc. Donc oui, non seulement ça a été envisagé, mais c'est déjà fait. Ok, merci Pauline.
Alors, autre question, c'est comment donc l'attractivité doit être portée au plus haut niveau, mais aussi au niveau des collègues, hein, c'est l'affaire de tous et de toutes. Vous avez répondu à comment faites-vous pour embarquer le collectif de travail autour de votre projet. Alors, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs cercles, il y a plusieurs groupes, on l'a bien compris. Ingrid a insisté aussi sur l'aspect joyeux, convivial aussi de l'approche du travail. Est-ce qu'il y a des petites choses supplémentaires qui sont des leviers que vous avez identifiés en termes d'embarquement ou que vous avez envie de tester peut-être? C'est ça la Bon, question, parce que là, on est sur la constitution un peu de cette marque employeur. Tout n'est pas fait, tout n'est pas résolu, on a beaucoup, formalisé, on va dire. Mais... on a beaucoup menacé, beaucoup Ok, intimidé, ça beaucoup de marche. bonbons aussi. Et de sourire, on a essayé un peu la carotte et le bâton, tu vois. Non, je vais peut-être laisser les collègues répondre là-dessus. C'est vrai, tu l'as souligné, Thomas, on a plusieurs cercles de travail et donc d'embarquement. Oui, avec des leviers différents selon les cercles. Tout à fait. Hein, parce qu'il y a des gens qui vont être sur leurs compétences métiers pures. Donc, vous allez les embarquer d'une façon, et ceux qui sont plus peut-être sur les cercles RH. Donc là, j'imagine que vous travaillez aussi le sens sur Tout à fait. l'évolution du métier RH, hein, un métier d'accompagnement de nos collègues. Il y a plusieurs niveaux, en fait. Tu as tout à fait raison. Sur tout ce qui est interne, il y a un embarquement, on va dire, assez naturel qui se fait par de la nécessité d'aller vers les personnes compétentes à un instant T. Et ces personnes-là, on les retrouve qui est en RH, qui est à la com, qui est à la démo. Donc ça, c'est quelque chose, on va dire, assez naturel dans le cadre d'une conduite de projet pur. En termes d'adhésion, notamment des personnes qui vont constituer les groupes métiers, je pense aux groupes métiers sièges et agents, là, c'était sur la base d'un appel à volontaires. Et quelque part, c'est à nous, une fois, on va dire, qu'on les a pris dans le filet, qu'ils ont dit oui, moi, je veux bien participer, de les alimenter avec des travaux suffisamment pertinents, suffisamment intéressants pour qu'ils aient envie de rester et de continuer à contribuer. Et puis, il faut que leur contribution soit valorisée aussi dans nos travaux. Il ne s'agit pas de les consulter pour dire on les a consultés. Comme ça, on est bon, on a cette espèce de carte, on a consulté les agents, donc tout est OK de ce côté-là. Non, il s'agit aussi de leur restituer à chaque fois ce à quoi ils ont contribué et comment est-ce que ça s'incarne aujourd'hui. J'ajouterai un truc, c'est que par exemple, on va former certaines personnes qui ont participé au projet, on va les former à l'usage de LinkedIn. Donc ça passe aussi par ce biais-là, en fait, par des montées en compétences sur certains sujets. Ça va passer par de la valorisation des métiers, etc. Donc ça va se faire petit à petit aussi l'adhésion du collectif au sens large. C'est vraiment le projet c'est la com interne et un volet de com externe aussi qui va permettre ça et Cette de montée en faire boule de neige, compétences. quoi. Merci beaucoup, Maëlle. Autre question de David, qui est plus l'attraction des profils jeunes. Alors, il pensait, est-ce qu'il y a eu des actions de présentation? Ingrid nous a dit, on ne peut pas aller partout sur le territoire, il y a beaucoup d'endroits, mais est-ce qu'il y a eu des choses auprès des universités du territoire, notamment? Oui, en effet, on a commencé à participer, par exemple, à des forums entreprises qui sont organisés par les universités, par certaines écoles. Par rapport aux jeunes, alors on n'est pas allé sur encore la partie gamification, on n'en est pas encore là. Comme je disais aussi tout à l'heure, il ne faut pas qu'on aille trop vite non plus, mais on imagine plein de choses et on a déjà testé, par exemple, des informations collectives directement dans les territoires. Mais on est aussi en train de travailler, par exemple, aujourd'hui, à des webinaires sur le recrutement, c'est-à-dire d'organiser un webinaire sur soit un poste en particulier, soit un groupe de postes, ou voire même sur la visibilité en fait de la région sur les différentes annonces qu'on peut diffuser, et bien pour faciliter en fait le contact avec les candidats. Merci, Ingrid. Donc, c'est une transition avec la deuxième question de David, parce que tu parlais de gamification, mais là, il se focalisait aussi sur effectivement, comment recruter. Donc, j'imagine qu'avec les collègues qui sont en responsabilité sur le recrutement du personnel, il y a des choses qui vont se mettre en place ou qui sont déjà mises en place.
Oui, eh bien, on a cherché depuis, en tous les cas depuis que je suis arrivée à la direction, à encore une fois à rendre visibles en fait nos annonces d'emploi, c'est-à-dire d'utiliser les différents réseaux, alors que ce soit réseaux sociaux, mais aussi des sites de diffusion d'annonces, pour diffuser bien plus largement en fait nos annonces. J'ai pris contact aussi, par exemple, avec des missions locales en direct, en leur disant voilà, attention, on a ces postes-là pour voir. Est-ce que vous avez des jeunes que vous pouvez accompagner pour venir nous rejoindre? Ou est-ce que il y a comment ça répond en fait sur le territoire chez vous par rapport à à ces annonces et qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer et faire qu'on puisse recruter facilement? Ok, donc vous avez fait tout vous-même, pas parce qu'il y avait dans la Oui. question là, est-ce qu'il y a eu un cabinet extérieur? Donc ce qu'on Non. a pu comprendre, enfin vous me dites, c'est que les cabinets extérieurs ont surtout donné de la matière qui vous a permis de réfléchir de comment voilà, mais voilà, comment était perçue la région, c'était ce qu'a apporté au travers d'enquêtes, au travers de sondages, voilà, de la matière Oui. par ces cabinets. Puis après, vous êtes approprié les choses et vous l'avez fait en interne, si je peux dire ça comme ça. C'est ça, c'est-à-dire on a missionné déjà ce cabinet sur cette étape de diagnostic, encore une fois, qui était hyper importante pour partir d'un état des lieux sur lequel on pouvait objectivement se reposer. Et puis ensuite, ce cabinet, il nous a accompagnés, Pauline et moi et d'autres, hein, pour lancer en fait toutes les démarches, enfin tous les projets, les chantiers plutôt dont on a parlé. C'est-à-dire que le groupe communication dont on vous a parlé tout à l'heure, ou les groupes métiers, c'est avec ce cabinet qu'on a pu avancer. On dispose aussi, grâce à eux, de matière pour la suite. On a des choses dans notre petite escarcelle qu'on souhaite, enfin qu'on espère pouvoir dégainer d'ici quelques semaines, pour pouvoir avancer sur le sujet et faire que on avance de façon pertinente. C'est Ingrid. Alors, il y avait une question sur comment on valorise les réussites individuelles et collectives. Je sais, on en a déjà parlé ensemble, donc on a déjà prévu des choses. Est-ce que tu veux en dire un ou deux mots, un ou deux exemples illustrant cette valorisation des réussites individuelles et collectives? C'est vraiment un work in progress, ça pour le coup. Il y a déjà des choses qui sont en place, notamment à l'initiative de la démo, à l'occasion des vœux aussi les étoiles régionales. Ça, c'est un dispositif très sympathique de réussite collective. Sur la partie réussite individuelle, dans un premier temps, je pense que ça s'incarnera avec des communications sur des portraits d'agents. Et alors ça a la vertu de toucher plusieurs choses. C'est-à-dire que typiquement, moi, j'ai ma petite marotte parce que collègue responsable des services techniques du côté de Belfort qui part bientôt en retraite, qui est quelqu'un de très haut en couleur, qui a un parcours remarquable, qui est une femme sur un métier qui est plutôt associé à des métiers d'hommes. Et là, ça permet d'une part de valoriser cette personne-là dans ses compétences, dans son adhésion aussi aux valeurs de la collectivité, de la mettre en avant auprès des collègues, d'inspirer les collègues et les collègues féminines en particulier pour aller sur des postes d'encadrement, qui sont des postes en tension, et de comment dire, aussi donner une bonne image de la collectivité et quelque part, voilà, de saluer aussi l'engagement de la collègue. Donc, c'est des dispositifs qui nous permettent ou des dispositifs de valorisation comme ça qui sont assez simples finalement, mais j'allais dire qui permettent de ratisser large sans vulgarité aucune sur des thématiques qui nous tiennent à cœur, qui sont la valorisation des agents, Ah, l'égalité femmes-hommes bien entendu, et aussi les dispositifs de réponse aux métiers en tension et à l'attractivité en général. merci Pauline. Je passe la question sur les groupes de travail. Sont-ils composés de personnes volontaires ou désignées? On y a répondu. Bien sûr, elles sont désignées, j'ai tout suivi. Hein. Non, elles sont volontaires, bien sûr. Une question plus en termes d'ETP. Ça correspond à combien de personnes, en fait, cette mise en place de cette marque employeur? Eh ben, déjà, une sûre et pas des moindres, Ingrid, puisque son poste a été créé là-dessus, donc chargée de mission, attractivité, recrutement. J'allais dire mon poste, moi, est en partie dédié à ça.
mais c'est clairement pas la majorité. Donc, j'ai envie de dire, Emmanuel, dans ses fonctions, ça rentre dans son scope de com interne, donc on peut pas dire que ce soit un, un- un temps de poste créé pour ça. J'aurais tendance à dire aujourd'hui, ça représente un poste, bon, allez, tout cumulé, un poste 0, un poste 25, un poste et demi grand maximum. Ça marche. Je remonte le fil des questions, il y en a encore quelques-unes. Mofida, donc Emmanuel t'a donné une réponse sur la date des vœux. Donc je passe. Est-ce que les baisses du budget de la région ont eu un impact ou pas sur le recrutement de la collectivité? Alors, je ne sais pas si c'est C'est complètement lié, mais c'est un peu hors, j'allais dire, oui, on n'est c'est un pas tout peu à hors fait dans le sujet. sujet. Ouais. À ce stade, non, parce qu'on remplace. On remplace les postes. Il n'y a pas de, il y a pas de, l'air n'est pas tout à fait à la création de postes, ça c'est sûr. On va pas en créer davantage, mais en tout cas, les supports qu'on a pour le moment ne sont pas, enfin, en tout cas, à ma connaissance, on remplace toujours sur les postes vacants. Donc, pour le moment, pas d'impact sur le recrutement. Ça marche. Une question très intéressante d'Aurore qui nous demande est-ce que il y a un diagnostic qui a été mené sur les failles ou en tout cas les choses qui pourraient être contre-productives en termes d'attractivité? C'est-à-dire que là, on a montré un peu les bonnes choses. Est-ce qu'il y a des choses, ça serait intéressant à partager, de dire bah ça, on sait que par les études qui ont été menées par le cabinet notamment, que c'est vraiment contre-productif et d'ailleurs c'est peut-être pas quelque chose auquel on s'attendait. Oui, alors forcément, dans ce diagnostic, il y a toujours une partie désavantage en fait qui est abordée. Ces désavantages, alors je pourrais pas vous les citer comme ça de tête, je vous avouerai. Ça me revient pas comme ça. Si Pauline, tu veux m'aider ou Emmanuel, je veux bien. Mais oui, le diagnostic de toute façon, il fait apparaître ça. Alors, s'il y en a une que je pourrais vous donner, c'est que par exemple, nos annonces d'emploi étaient diffusées. Sur des canaux trop précis et avec par exemple des annonces beaucoup trop longues, ce qui faisait que par exemple pour les agents d'entretien c'était pas lisible, c'était pas compréhensible des gens qui pouvaient les consulter et ça m'a été rapporté par exemple France Travail. Ça marche. Dernière question, je propose qu'il est déjà 16 heures. De Patricia Delia. Donc sur l'approche d'intégrer en fait, alors je ne sais pas si on peut dire un label, mais en tout cas une démarche égalité, diversité, égalité professionnelle. Et je précise à Patricia, pour les points médians, tu peux utiliser Alt plus 250. Voilà, comme ça, tu n'auras pas un point ES et qui pourra amener sur un site internet espagnol. Au passage, petite boutade, Patricia est bien investie dans la question. Donc sa question est importante. Est-ce que par rapport à la démarche égalité femmes-hommes, comment vous avez pris ça en compte ou pas dans cette démarche? Ça fait tout à fait partie des thématiques qu'on valorise, hein. On est bien sûr, on met en œuvre un plan égalité-diversité. À la RH, on est très concerné parce qu'effectivement, on alimente aussi beaucoup les actions du plan. Donc oui, oui, tout à fait. Je le disais tout à l'heure à propos de notre collègue qu'on aimerait mettre en valeur. Ça répond aussi à ça, hein. Euh, voilà, mettre en valeur, valoriser des dispositifs ou des agents qui s'inscrivent dans ce cadre-là. Égalité, diversité. On peut parler aussi du ODE, alors qui pourra être mis en avant au titre de la vie de la collectivité, des initiatives de la collectivité, dans ce en quoi elle s'inscrit sur ces thématiques-là. Bien évidemment que ça fait partie des thématiques qui seront abordées parce qu'elles sont identifiées aussi comme étant attractives, notamment pour les générations, on va dire un peu plus jeunes, mais pas que. C'est des leviers d'attractivité aujourd'hui. Bon, alors évidemment, il n'y a pas que l'aspect marketing. On y croit aussi. Enfin, je veux dire, on n'est pas que, c'est pas que tout la charrette de l'attractivité uniquement. C'est quelque chose, ce sont des valeurs qu'on a envie de véhiculer.
Et puis, je vois que Patricia évoque aussi l'accompagnement, la sortie pour les futurs retraités. Ça, c'est tout à fait quelque chose qu'on travaille. Ce que je disais, c'est un chantier qui est en cours, particulièrement avec Emmanuel et Ingrid dans un premier temps, mais aussi la démo, sur tout ce qu'on appelle le off-boarding, l'accompagnement au départ, qui a un volet, on va dire, un peu plus technique de transmission, capitalisation sur les savoirs et l'expérience, mais également un volet, on va dire, un peu plus convivial et de reconnaissance de la collectivité, notamment pour les départs en retraite. Oui, oui, ça c'est tout à fait quelque chose qui est travaillé en ce moment. Et pour le coup, avec Emmanuel, on l'incarne tout à fait puisque on est parti et revenu à la collectivité. Donc, tout à fait. Alors, pas encore parti en retraite, non, mais parti et revenu, ça c'est sûr. Mais non, pas encore. La retraite, merci Pauline. C'est pas pour tout de suite. Comme il y avait quand même une question sur la sortie des futurs retraités, je me suis dit non, quand même, précisons que vous faites très jeune et c'est pourquoi. Oui, c'est ça, on fait très jeune. Elles sont très jeunes. Nous sommes très jeunes. Merci bien. Et puis, juste pour finir sur la réflexion, en tout cas, de Patricia sur le renforcement des promotions internes, là, on est encore sur un autre volet qui est celui des lignes directrices de gestion. C'est une discussion qu'on peut avoir par ailleurs, parce qu'il me semble que c'est quelque chose qu'on peut déjà mettre en valeur, puisque en comparaison avec d'autres collectivités, on a des critères, en tout cas, de départage et de nomination qui sont extrêmement concurrentiels. Mais bon, le volet, effectivement, de possibilité d'évolution, c'est quelque chose sur lequel on va aussi capitaliser, on va aussi communiquer, bien entendu. Ça marche, merci beaucoup Pauline. Merci à Maëlle, merci à Ingrid et à Emmanuel. On va s'arrêter là. Donc, c'était très... voilà, j'ai appris beaucoup de choses moi aussi. Donc, merci pour votre qualité d'intervention. Donc c'est enregistré, comme je l'ai dit, donc vous pourrez avoir accès au replay, le partager bien sûr à vos collègues pour que voilà, cette démarche puisse infuser, inspirer aussi d'autres collectivités. C'était l'objectif, en tout cas aujourd'hui. On vous envoie donc le support, dès que Pauline me l'enverra donc par mail, ainsi qu'un questionnaire de robustesse qui est anonyme, hein, je tiens à le préciser quand même. Vous pouvez vraiment nous faire des retours, bien sûr de manière constructive et bienveillante, mais en tout cas pour qu'on puisse faire évoluer tous les formats de visioconférence. Hein, toutes les visioconférences sont bien sûr soumis au même type de questionnaire. Merci à toutes les quatre, merci à vous d'avoir participé et n'hésitez pas à vous inscrire à d'autres, bien sûr, visios pour tout ça. En vous souhaitant une belle fin d'après-midi. Merci Thomas, merci à tous. Merci, bonne fin de journée. Merci.